Nouveau numéro de 100% Bénin sur Sika. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Bénin, la collaboration entre l'État central et la première autorité de la municipalité de Cotonou n'est pas des plus cordiales. C'est un secret de Polichinelle. Et ce n'est pas la dernière séance de travail entre le président Patrice Talon et les 5 maires du Grand Nokoué qui a démontré le contraire. Une séance au cours de laquelle le chef de l'État en personne n'a pu s'empêcher de reconnaître publiquement qu'entre l'État central et le dirigeant de la ville métropolitaine qu'est Cotonou, les rapports ne sont pas au beau fixe. Les raisons sont-elles politiques? Assez d'indices portent à le croire, même si pour l'instant, les deux parties se refusent de l'évoquer expressément. Quoi qu'il en soit, le processus de la décentralisation au Bénin connaît sous cette troisième mandature la plus laborieuse des tutelles de son histoire dans le département du littoral. Alors que le week-end écoulé a largement contribué à ramener cette situation au devant de l'actualité, ce numéro de votre émission 100% Bénin se propose de l'apprécier au regard des dispositions qui régissent le système de la décentralisation et de la gouvernance locale au Bénin. Je serai avec deux spécialistes des questions de gouvernance locale. À ma droite, Raoul Glessoubé, administrateur, gestionnaire, juriste. Bonjour Monsieur Glessoubé et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. En face de lui, Gustave Ametonou, il est juriste de formation, ancien agent de mairie. Bonjour Monsieur Ametonou et merci d'être avec nous. Avant d'aborder cette relation entre pouvoir central et la municipalité de Cotonou, il faut dire que le week-end dernier, le chef de l'État a rencontré les 5 maires du Grand Nokoué, expression qui désigne l'ensemble que forment les villes de Porte-Novo, Sémé-Podi, Cotonou, Abomey-Calavi et Ouidah. Objectif, passer en revue des projets conçus pour la modernisation de ces communes. Il s'agit notamment du projet de mise en œuvre du plan d'assainissement de Cotonou, celui du système intégré de gestion des déchets ménagers et celui de la construction de grands marchés dans ces communes. Raoul Glessoubé, vous avez certainement suivi de près cette actualité. Oui, d'entrée, je vous remercie pour m'avoir invité encore une fois sur les problématiques de gouvernance locale. J'ai suivi, comme tous les Béninois, cette rencontre entre le chef de l'État et les 5 communes que vous aviez tantôt citées. Je retiens qu'il y a une volonté affichée du pouvoir en place d'accompagner les collectivités locales dans le processus de leur développement. Cela dit, il importe de retenir que ce n'est pas une innovation, parce que en la matière, les années antérieures, les gouvernements qui se sont succédés sont aussi allés dans ce sens, à travers d'autres projets. Je veux parler notamment du PGUD 1, PGUD 2, après on a connu le PGMU qui est en cours, on a connu aussi le PORAD qui est en cours. Donc il y a toujours cette volonté du pouvoir central d'accompagner les collectivités à travers des projets, bien entendu financés à la fois par l'État central, les partenaires au développement et puis la contrepartie des collectivités. Donc je pense qu'il faut situer cette rencontre dans ce contexte. Sauf que ce qui se passait autrefois n'avait pas la même ampleur, le même caractère solennel, c'est-à-dire le chef de l'État lui-même qui prend à son corps défendant ces projets pour rencontrer les autorités locales. Est-ce que ce n'est pas parce que ces projets figurent dans son programme d'action du gouvernement, le PAG? Bien sûr que oui, parce qu'il n'y a pas d'action publique qui ne soit pas planifiée, si on est conséquent avec soi-même. Si c'est une action publique émanant de l'État central, il va sans dire que cela relève de son programme d'action du gouvernement. Donc, même si c'est le cas, cela n'enlève rien à ce que je dis, parce que
vous n'allez pas me dire que ce que le gouvernement Yahi avait fait à travers le PGMU et le PORA n'était pas prévu dans son plan d'action. Ce que le gouvernement Kérékoun avait fait à travers le PGUD2, le PGUD1, le PGUD2 n'était pas dans son programme d'action. Donc, il faut avouer que c'est un mécanisme qui permet aux entités publiques qui gouvernent le pays, à savoir le gouvernement, et puis les collectivités locales, de se mettre ensemble, de se donner la main pour assurer le développement local. Alors, Gustave Ametornou, 4 projets du gouvernement pour moderniser 5 grandes villes du pays, c'est à saluer. Oui, évidemment, c'est à saluer. Ce qui, moi, me touche ici en tant qu'ex-agent d'une mairie, c'est que les choses ne changent pas. Vous voyez, est-ce que l'État, qui a l'obligation, je dis obligation, ce n'est pas le bon vouloir, l'obligation d'accompagner toutes les communes, toutes les 77 communes, n'est pas, je veux dire, n'a pas assez à faire pour juste envoyer les ressources au niveau des communes et mettre les systèmes qu'il faut en place pour surveiller la mise en œuvre et l'exécution de ces projets. Quand je vous suis, j'ai l'impression que vous pensez que ce projet, ce programme, c'est le gouvernement qui donne un moyen et qui tient la corde par derrière. Oui, bon, tient la corde par derrière. Oui, on peut dire ça. Parce que pour moi, les choses ne changent pas. Vous voyez, en 2003, au début de la décentralisation, comme en 2008, dès la seconde mandature, comme maintenant, vous voyez, la direction générale de l'eau continue d'aller faire les fourrages. C'est écrit que c'est les communes qui fournissent l'eau aux populations. Comprenez? C'est le même système qui continue. C'est le cadre du ministère, du palais, associés ensemble, peut-être avec quelques conseillers, qui se mettent ensemble, qui montent le projet et qui disent, bon, pour 10 milliards, écoutez, telle mairie, donnez 100 millions, 100 millions, 100 millions, nous on va ajouter le reste, et puis on va vous faire ci, on va vous faire ça. Vous ne pouvez pas dire non, les populations sont dans un besoin criard. Vous acceptez, et puis ils pilotent, et tout le monde laisse de côté les tests. Les tests de décentralisation, les compétences des mairies, les conditions de mise en œuvre de ces compétences, là, tout le monde est d'accord pour laisser ça de côté. Moi, j'irais même jusqu'à proposer peut-être que si j'ai je vais dire des approches avec certains députés, il faut peut-être leur proposer que désormais, il faut réviser les tests de la décentralisation. Vous voyez, sortir par exemple la SOGEMA du domaine de compétences de la mairie. Ça va être plus calme. Vous voyez, ça va être plus calme. On saura que pour des travaux d'envergure, même si c'est l'eau, même si la commune est responsable de la fourniture d'eau, à partir de tel niveau, vous voyez, c'est l'État même qui fait. Comme ça, les choses sont claires et tout le monde est tranquille. Vous voyez, sinon, c'est une bonne chose. Moi, c'est la façon. Je vis ça d'une façon différente parce que, vous voyez, c'est pas que j'ai été victime. J'ai couru au développement local, j'ai lu les tests, j'ai pensé que c'était bon, et puis j'ai compris à la fin qu'en fait, bon, vous voyez, les gens ont le temps de s'amuser un peu et ils gèrent les choses là-bas. J'ai mis du temps à comprendre et au finish, je suis parti. Raoul Glessoubé, quand on parle de gestion de déchets ménagers, quand on parle de construction de marchés, est-ce que ce ne sont pas des prérogatives des collectivités locales à l'ère de la décentralisation? Oui, bien sûr. Je crois que vous avez touché bien naturellement, comme le disait M. Ametornou, le nœud de la question, c'est-à-dire la problématique du transfert des ressources liées au transfert des compétences. Ouais, et on sent qu'il y a une sorte de panique à tous les gouvernements, pas celui-là seul, tous les gouvernements qui se sont succédés à transférer les ressources conséquemment aux compétences, aux collectivités locales. Et parce que peut-être n'ont-ils pas confiance ces gouvernements qui se sont succédés aux collectivités locales, à la gouvernance mise en place, et aux capacités en place, etc. Donc ce déficit de confiance fait que le gouvernement parfois est obligé de tenir la corde en donnant le mouton. Cela dit, si on se réfère aux tests, notamment la loi 97-029,
portant organisation des communes, en son article 104, c'est clair, c'est la commune qui a la charge de la construction, de l'équipement, de la réhabilitation des marchés, c'est-à-dire des infrastructures marchandes, du ressort de son champ territorial. Donc, c'est clair, sans ambiguïté. Bon, quand on se réfère également au test, à la même loi que j'ai supracitée, en son article 93, vous vous rendez compte que c'est la commune qui a la charge de la gestion des déchets. De la gestion des déchets, c'est sans ambiguïté non plus. Mais cela dit, vous savez, le même législateur a prévu que les collectivités locales, dans l'élaboration de leur plan de développement, puissent le faire en harmonie avec les orientations nationales. Vous voyez? Donc, quand vous faites tout ça et que vous avez envie de réaliser ces infrastructures et que le gouvernement lui-même a envie de faire la même chose, il faut qu'à un niveau donné, vous puissiez trouver un point d'entente. Parce qu'il y a une sorte de complémentarité entre les deux entités au bénéfice des populations. Bon, donc, il faut créer ce terrain d'entente pour que vous donniez la main, pour qu'il n'y ait pas de dépenses inutiles d'un côté et de dépenses inappropriées de l'autre. Vous voyez, donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est clair, à votre question, je dirais, c'est clair, suivant les articles que je viens de citer, 104 et 93 de la loi 97-029 portant organisation des communes, que c'est la commune qui est compétente pour construire les infrastructures marchandes, pour les équiper, pour les réhabiliter, etc. Et que c'est elle qui est compétente pour la gestion des déchets. C'est clair. Bon, cela dit, il faut retenir que les infrastructures marchandes et la gestion des déchets sont mises dans un ensemble de programmes élaborés par le gouvernement en place pour accompagner les collectivités locales. Et les mêmes tests de la décentralisation prévoient que la commune partage avec l'État certaines compétences. Quand vous lisez l'article 82 de la loi 97-029, vous avez les compétences qui sont propres aux collectivités locales, vous avez des compétences qui lui sont déléguées par l'État, il y a des compétences qui sont partagées avec l'État. Les compétences qui sont partagées avec l'État sont surtout les compétences concernant l'aménagement du territoire, le cadre de vie. Vous voyez un peu? Et lorsque je me situe dans ce contexte-là, l'aménagement du territoire, le cadre de vie, l'environnement, et là, il faut se référer aussi à l'article 82. Vous vous rendez compte que l'État a bien raison, vous voyez, d'accompagner les collectivités, mais en mettant en place un mécanisme de convention. Et c'est là où je trouve la raison d'être des conventions que l'État pense signer. Parce que ça a été le cas pour les gouvernements passés aussi. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement signe une convention avec les collectivités locales. Nous, on a vécu ça à travers le PGUD. On a vécu ça à travers le PGMU qui est encore en cours. On a vécu ça à travers le PORAD. Il y a toujours des conventions qui sont signées par l'État, les collectivités et les partenaires financiers au titre de la mise en œuvre de ces programmes-là. Et lorsque ça se passe comme ça, l'État sait quel financement il va mettre en place. Les partenaires savent combien ils vont mettre en place et les collectivités savent leur contrepartie. Et dans ce mécanisme, on sent une bonne intelligence des différentes institutions à mettre en œuvre les projets de développement. Donc, ça veut dire que le gouvernement a raison au regard de cet article que je viens de citer concernant les compétences partagées entre les collectivités et l'État. Le gouvernement a raison de mettre en place ce mécanisme. Au demeurant, je dirais, en ce qui concerne la mise en œuvre de certaines compétences, quand vous voyez l'aménagement du territoire, l'assainissement, la gestion des déchets, tout ça, même si la commune est compétente et doit en assurer la maîtrise d'ouvrage, pour ce que je viens de dire, les marchés, les déchets, etc., pour avoir eu les compétences à travers les lois, l'État subtilement peut, à travers ces différentes conventions, dépouiller les collectivités de cette maîtrise d'ouvrage. C'est la crainte. Ce n'est pas une crainte. Et ce n'est pas la première fois non plus. Je vous ai donné l'expérience de vos sciences. Je vous ai donné des exemples. À travers le PGMU,
aujourd'hui, les communes ont compétence pour les travaux d'assainissement, de pavage, de voies interurbaines, etc. Mais les mêmes communes ont délégué cette compétence à l'État, du moins à des sociétés, des agences d'exécution. Voilà. Vous voyez, pour faire en leur lieu et place, à travers des conventions. Vous voyez, donc il faut faire très attention. L'État sait bien ce qu'il fait. L'État, sachant que les compétences là sont celles des collectivités locales, n'ayant pas confiance des capacités en place pour mettre en œuvre ces compétences, l'État subtilement peut faire signer ces conventions, comme ce fut le cas dans le passé, à travers les projets que je viens de citer, pour que les collectivités restent tranquilles, pour que l'État et les agences fassent en leur lieu et place. Donc peut-être que c'est le cas. Je n'ai pas encore lecture des conventions, mais je pense que c'est le cas. Oui, je pense qu'il vient de toucher du doigt le vrai problème. Parce qu'on dira les communes n'ont pas les compétences, ou les ressources humaines, enfin, ils ont les compétences légales, vis-à-vis des tests, c'est bon. Mais les ressources humaines compétentes pour exécuter, pour mettre en œuvre ces projets, ils vont dire que, bon, au niveau des communes, il n'y en a pas assez. Voilà, et donc pour pallier à ça, bon, rapidement, on leur demande de confier, voilà, la partie exécution à une structure qui est aguerrie, qui s'y connaît, on connaît leur nom, hein, dans le pays, ils ne sont pas nombreux, il y en a 3 ou 4, ben voilà, vous signez une convention, et puis vous voyez les pavés, les jardins verts du Badi, et tout ça, et c'est eux qui font, et puis ça marche, les marchés sont construits. Et puis après, les maires sont autour de la table, on fait reddition de comptes, on évalue, c'est bon, 90%, c'est parfait. Moi, c'est pas ce qui me gêne. En fait, ça peut continuer. Vous voyez, on a déjà vu ça, donc pour moi, ce n'est pas un vrai souci. Moi, c'est comment on fait pour avancer. Vous voyez, le président Talon, il a fait des promesses, il veut avancer. Je pense qu'il y a un certain nombre de jeunes qui seraient vraiment d'accord pour l'accompagner. Pas forcément le suivant comme des moutons, mais vraiment de cœur d'abord, de par son propre travail déjà dans son studio, dans sa maison, pour que les choses avancent. Concrètement, avec les mairies, qu'est-ce qu'on fait? S'il veut, il pourrait même prendre 1 ou 2 communes, je vais dire communes témoins, j'ai jamais vu ça ailleurs, mais communes témoins. Et il dit, bon, au bout de 5 ans, on verra, vous allez voir qu'une telle commune, là, on va voir ce que ça va donner dans 5 ans. Où toutes les routes sont OK, les gens cultivent, ils travaillent, et puis on essaye d'évaluer pour voir. Parce qu'à la loupe, les choses vont. Moi, je ne vois pas. C'est bien, hein, mais ça va être comme les autres. On va évoluer dans ce débat. Il faut dire que cette rencontre a une fois encore permis de constater que l'État central et la mairie de Cotonou n'accordent toujours pas leur violon au sujet de la gestion de la ville de Cotonou. Le maire Léadi Soglo, sur une radio de la place, plus précisément sur l'IFM, dimanche dernier, s'est dit surpris lorsque le chef de l'État, lors de leur rencontre du vendredi dernier, s'est senti obligé de dire, je cite, « Nous n'avons pas une bonne relation avec la mairie de Cotonou », fin de citation. Ce sont les propos du chef de l'État. De votre position de spécialiste des questions de gouvernance locale, Raoul Glessoubé, quelle lecture faites-vous d'un tel rapport entre l'État central et la mairie de Cotonou, la municipalité de Cotonou? Je crois que c'est une crise de collaboration, ce dont vous parlez, c'est une crise de collaboration qui a sa source peut-être dans les comportements politiques des uns et des autres qui animent ces différentes institutions par le passé. Parce que, quoi qu'il en soit, c'est difficile de dissocier l'homme politique qu'incarne le préfet ou le maire et l'administrateur qu'incarne le préfet et le maire. Vous voyez? Parce que c'est humainement difficile. Le préfet, de sa position de préfet, devrait être un administrateur impartial. On est d'accord, sans empreinte politique, sans élan politique. Mais il est venu à ce poste par un chemin politique, naturellement. C'est valable pour le maire qui, en tant que gouvernant local, doit pouvoir se dire, j'ai pour cahier de charge le développement de ma ville, de ma municipalité, point barre. Je n'ai pas à voir, parce que hier, je n'ai pas soutenu tel ou tel qui est au pouvoir. Bon, évidemment, je n'ai pas à entretenir une bonne collaboration avec... Non, il faut que chaque autorité remette la balle à terre et respecte les tests en vigueur.
Je vais vous donner une référence. Toujours en ce qui concerne les lois sur la décentralisation, la loi 97-029 portant organisation des communes, en son article, je crois, 143, donne 3 missions pour la tutelle. 1. Approbation. 2. Annulation. 3. Substitution. Donc la tutelle se résume à 3 choses. Approbation, lorsque ça se passe bien, si le maire prend un acte qui est bien pris dans les règles de l'art, l'autorité de tutelle approuve. Si l'autorité de tutelle constate qu'il y a violation dans la prise de l'acte ou dans la procédure, l'autorité désapprouve et demande à l'autorité communale de revoir sa copie. Annulation, si c'est fait, si l'acte est pris dans l'illégalité, l'autorité de tutelle annule. Substitution, si l'autorité de tutelle demande au maire de prendre un acte ou de faire quelque chose et qu'il ne le fait pas, l'autorité peut le faire en ses lieux et places. C'est ça le pouvoir de substitution. Donc 3 fonctions pour le préfet. 3 fonctions pour le préfet en ce qui concerne la tutelle. Bon, les actes que le préfet devra être amené à poser doivent être situés dans ces 3 missions-là. Maintenant, le maire qui, à un moment donné, estime qu'il y a une violation des tests en ce qui concerne la tutelle, a des voies de recours. J'ai suivi très rapidement l'intervention du maire de Cotonou qui parlait des contrats non approuvés par l'autorité de tutelle. Bon, encore une fois, moi, je lui demanderais d'appliquer les tests. Qu'est-ce que les tests disent? Si vous demandez à l'autorité de tutelle de vous approuver des contrats et qu'il ne le fait pas, après un délai de 2 mois, si vous attendez que vous n'avez pas le retour de vos actes, après un délai de 2 mois, vous saisissez, vous faites un recours. Vous faites un recours à la Cour suprême pour dire voilà, et les difficultés que j'éprouve. Vous n'avez pas, le chemin n'est pas de saisir le chef de l'État. Le chemin, c'est plutôt la Cour suprême. Parce qu'il ne faut pas, de la Cour suprême, il ne faut pas mélanger les choses. Il faut pas mélanger. C'est là l'élan politique que nos gouvernants ont. C'est-à-dire vous avez le chemin qui vous est indiqué par les tests, mais vous, dans un discours, vous demandez au président de la République de plaider pour l'approbation de vos actes. Vous avez simplement à vous adresser à l'institution habilitée, qui est la Cour suprême, pour demander que l'on revoie le mécanisme selon lequel la tutelle fonctionne et qui ne vous rend pas service. Monsieur Glessougon va revenir sur la question plus en détail. Monsieur Ametonou, on s'attendait à ce que la dernière rencontre avec les maires du Grand Nokoué soit une occasion de décrispation de la tension palpable qui caractérise les rapports entre le pouvoir central et la municipalité de Cotonou. Mais visiblement, les lignes n'ont pas bougé. Et elle ne pourrait pas bouger. Elle ne pourrait pas bouger maintenant. On est quoi? On est à 2 ans des élections prochaines, c'est ça? 3 ans. 3 ans. À 3 ans. Communal, non? Communal. 3 ans. À 2 ans des législatives. 2 ans. Les gens se positionnent. Les gens, vous avez appris, les groupes parlementaires déjà à l'Assemblée, ça a commencé à bouger. Donc, ça y est, c'est reparti. Et vous ne pourrez pas, dans les conditions actuelles, assister à un certain apaisement. Bon, moi, ça me donnerait. Ça me donnerait. C'est pourquoi je pense qu'il serait utile pour chaque camp vraiment de rester dans ses prérogatives et que si l'autre camp d'en face voit ou estime qu'il y a des brimades ou qu'en tout cas il a été lésé, bon, les voies de recours normales pour nous permettre, moi je souhaite vraiment avoir de la jurisprudence. Vous voyez, je ne vais pas souvent à la chambre administrative pour voir quelles sont les décisions qui sont prises parce que ça permet aussi de savoir peut-être qu'à Sinandé ou bien, je ne sais pas, à Gogounou, un maire aurait saisi et qui a eu raison tant sur tel ou tel. Peut-être même qu'au niveau de la NCB, le secrétariat permanent devait de temps en temps veiller à collecter au partage d'expériences entre les différents maires et les différents préfets. Parce que là, quand même, moi, je n'ai pas souvenir d'un vrai duel entre un préfet et un maire ou une mairie ou un conseil communal
qui s'est soldée par une décision en faveur d'un ou de l'autre camp et qui a vraiment fait tache d'huile, quoi. Vraiment, on navigue, voilà, c'est dans les négociations, toujours on voit le préfet, après on en parle, et puis un ministre téléphone, et puis après on se retrouve autour d'un verre, et puis ceux qui vont venir demain vont recommencer. Et puis nos enfants vont recommencer, toujours avec, si le système ne change pas. Ouais, il va toujours estimer que le préfet l'a brimé, et puis l'autre vient toujours négocier. Il faut formaliser les choses pour que vraiment on puisse avancer. Alors, je reste avec vous. Au lendemain de la rencontre dont nous parlons toujours, le maire de la ville de Cotonou a effectué une sortie sur Radio Soleil FM, je l'avais dit tantôt, une sortie au cours de laquelle il s'est exprimé en ces termes. Je vais le citer, je cite, « La tutelle n'implique pas une subordination entre l'autorité attributaire du contrôle et l'organe contrôlé. Elle ne comporte pas non plus la possibilité de donner des ordres. Elle n'implique pas une immixtion dans les attributions de l'organe sous tutelle. » Fin de citation. Alors, la tutelle, M. Glessoubi l'a défini tout à l'heure, 3 fonctions. En matière de la décentralisation, quels doivent être les contours? La façon dont ça se passe actuellement, comment vous l'appréciez? Bon, comme M. Glessoubi l'a dit tout à l'heure, c'est très clair. Il a défini la façon dont le préfet peut se comporter envers un maire de trois manières, exactement. Alors, la première mission, c'est l'assistance conseil. Le contrôle de l'égalité ne vient même qu'en deuxième position. L'assistance conseil, ça là, c'est comme ça, il faut faire. Ça, faites comme ça. Ça, c'est mieux qu'on fasse de cette façon. Conseiller, faire en sorte qu'on puisse avancer ensemble. C'est la première mission. La deuxième, si après ça, vous faites que c'est pas bon, eh bien, il a décrit tout à l'heure, il a dit il peut se substituer, ou s'il dit faites, vous ne faites pas, il se substitue. Vous faites, c'est pas bon du tout, il annule. Vous avez fait, il y a des erreurs où il vous demande de reprendre et il va approuver si c'est fait suivant la forme. Ça, c'est clair, c'est ce que les textes ont dit. Bon, maintenant, vous voyez bien que c'est les hommes. Et comme il a dit, il y a des domaines où, vous voyez, le représentant de l'État, qui est le préfet, peut agir jusqu'à une certaine limite. La commune, jusqu'à une certaine limite également. Dans le même domaine. Dans certains domaines, non, pas du tout. La commune ne peut pas intervenir. C'est l'État et c'est le préfet qui est fort là-bas. Dans d'autres, c'est rien que le maire. Mais avec toujours le regard, parce que finalement, le maire, il fait rien sans prendre un acte. Or, la plupart des actes, même de nomination d'agents, tout ça est contrôlé au niveau de la préfecture par les différents directeurs départementaux, si c'est la main d'œuvre, etc., etc. Ils suivent tout ce qui se passe au niveau de la mairie. Donc finalement, il n'est pas permis au maire d'aller dans n'importe quel sens sans que ces actes, ou même le conseil, on dit le maire souvent, mais il n'y a pas que le maire, le conseil ou municipal peut décider même à l'unanimité de dire nous voulons faire ci, et le préfet dit non. Alors que le préfet a même ses agents dans le même conseil. Il a peut-être des élus, vous voyez, pas agent en tant qu'agent administratif, mais des élus de son bord, je veux dire, au niveau du conseil communal, ils prennent une décision à l'unanimité, le préfet s'y oppose. Mais quand c'est le cas, comment faire? Encore une fois, on revient au même mur. Il faut que quelqu'un dise non, c'est pas comme ça. Voilà comment il faut faire. Dans ce pays, l'Assemblée a opéré une révision de la Constitution dans les normes avec 3/5 d'abord, puis 4/5 de votants. Et pourtant, la Cour a dit non. Est-ce que vous estimez comme ça que les collectivités locales n'ont pas forcément conscience de leur capacité à saisir la justice et à gagner des contentieux sur l'État central? Oui, mais c'est clair. C'est le cas. S'il faut que les collectivités prennent des conseils, avoir des avocats en permanence ou se faire conseiller sur chaque acte important qu'ils doivent poser, il faut le faire. Parce que ça va permettre au pays de grandir. Les discussions inutiles où on se fatigue, l'autre d'ici, WhatsApp, mais tout ça là, où on va? C'est des pertes de temps terribles. Vous voyez, l'autre a pris le pouvoir à 39 ans. À 39 ans, dans ce pays, vous pouvez espérer même avoir un emploi, c'est pas sûr. Vous voyez, l'âge de recrutement de la fonction publique, on l'a repoussé à 40 ans, je crois, 40 ou 45, je ne sais plus. Vous voyez? Alors l'autre, il est en train de finir. Parce qu'après ça, je crois qu'il a servi, il n'a plus rien à faire. Donc, au lieu d'avancer, on passe le temps alors que les autres, bon, ils ne pouvaient pas tout voir. Les parlementaires des années 97, 99 qui ont travaillé au Kérékou 1, au Kérékou 2, Kérékou 1, je crois. Et ça, à la fin de Kérékou 1, de 96 à 2001-2002. C'est la décentralisation. Kérékou 2. Donc, vous voyez, ils ont travaillé, ils ne pouvaient pas tout voir. Mais à l'épreuve de la pratique, jusque-là, on a vu que bon, il
que vraiment les juges nous aident, vous voyez, à remettre un peu chacun. Est-ce que c'est une façon de dire qu'il est temps déjà de toucher un peu à ce test qui régit la gouvernance locale au Bénin? Moi, je pense, comme tous les tests, moi je pense qu'il y a des failles. Après 3 mandatures, on voit bien qu'il y a des choses qu'il faut revoir, ça c'est clair. Maintenant, si on ne peut pas le faire parce que les parlementaires n'ont pas encore le temps, il y a d'autres choses encore, plus importantes peut-être qui les bousculent. Mais tout au moins que de façon jurisprudentielle, les juges nous accompagnent. Et moi, évidemment, les juges ne peuvent rien faire s'ils ne sont pas saisis. Donc il faut qu'un plaignant aille là-bas. Et en général, c'est le préfet qui est fort et c'est les maires qui sont faibles. Hein. Je ne parle pas seulement de Cotonou, c'est pareil pour Cotonou. Le test a donné beaucoup plus de force au préfet, contrairement au maire. Pas forcément, mais je pense que c'est de l'expérience passée que les gens eux-mêmes se mettent trop bas au niveau des mairies. Parce que par le passé, quand le préfet dit, vous faites. Vous voyez? Sinon que le test leur a donné beaucoup de prérogatives. On a l'impression, mais ce n'est pas vrai. On a l'impression que le test lui a donné beaucoup de... Mais ce n'est pas vrai. Parce que par le passé, un préfet, quand il dit au sous-préfet, le sous-préfet, il s'exécute sans rien dire. Pas un mot. Vous faites conformément. Aujourd'hui, on a voulu renverser un peu la chose. Du moins, dans certains domaines. On a laissé certains domaines au préfet. Les gens, dans leur tête, ce n'est pas encore clair que quand le préfet dit et que ça n'arrange pas, il faut se... Écoutez, je vais vous dire une chose. Les 5 communes ou les 6 communes du Grand Loko. 5 communes. 5 communes. Est-ce que les communes ont été consultées sur les différents projets qu'on veut mettre en œuvre par rapport à leur plan de développement? Ils doivent se prononcer sur la tranche du projet qui va s'exécuter sur la portion de leur territoire. Personne ne demande ça. Personne ne demande ça. Pourtant, c'est écrit. Ce n'est pas ça la préoccupation réelle. Les préoccupations sont ailleurs. Je vous ai dit, il nous reste 2 ans. Une grande élection. Après ça, c'est les mairies qui suivent. Et après ça, c'est la présidentielle. Les choses se mettent en place doucement, doucement. Et donc, vous pensez que la politique... On va revenir à vous, monsieur Ametornou. Raoul Glessoubeye, on se souvient de cette demande d'explication adressée par le préfet Modeste Togoula au maire Léadi Soglo au lendemain de sa prise de fonction, au motif qu'il n'a pas répondu présent à sa cérémonie de prise de service. La tension est visiblement née à partir de là. Beaucoup d'autres situations de désaccord entre les deux autorités ont suivi, des situations qui donnent l'impression que la préfecture positionne la municipalité dans une relation de subordination, c'est-à-dire dans un lien de hiérarchie entre le préfet et le maire. Bon, je crois, je ne voudrais pas stigmatiser les entités que vous citez. Je voudrais simplement rester dans un cadre plus général et dire que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas un cas isolé. On l'a observé très souvent dans les approches de collaboration entre les collectivités locales et les autorités de tutelle. Moi, j'ai encore en mémoire une commune que je ne voudrais pas citer ici, qui devrait consommer un crédit de plus de 300 millions en 2012, mais l'autorité de tutelle qui était en place a bloqué. Et ce n'est qu'aujourd'hui que la commune est en train de consommer le crédit. Depuis 2012, vous voyez, plus de 300 millions. L'autorité de tutelle a bloqué, la délibération est passée et normalement, et puis il a refusé d'approuver. Vous voyez, il a refusé d'approuver ce préfet-là. Et c'est ce n'est qu'aujourd'hui qu'on est en train... Vous voyez, alors que les fonds dont il s'agit n'émanent même pas de l'État, c'est des fonds émanant des partenaires au développement, c'est des fonds FADEC. Subventions? Des fonds FADEC. Donc, subventions des partenaires au développement. Bon, donc, du coup, on observe des situations du genre qui n'arrangent personne. Qui n'arrangent personne parce qu'au même moment où la population souffre à la base, vous autres, vous êtes là à faire des guerres de leadership ou des guerres de politiciens, entre griffes. Ouais, et puis vous faites davantage souffrir la population. Donc, ce n'est pas bien. Chacun devra rester dans son couloir. Chacun devra rester dans son couloir. L'autorité de tutelle, au regard des tests, sait ce qu'il doit faire en tant que préfet. Le maire sait ce qu'il doit faire en tant qu'autorité locale. Et pour relever les défis de développement de sa ville. Bon, maintenant, si vous quittez votre couloir, si vous quittez votre catégorie, il y a crash. Oui.
automatiquement. Et les maires ne sont pas tranquilles. C'est ça. Si vous quittez votre couloir, il est en embouteillage, comme on le dit. Et puis là, on ne sort pas du tunnel. Moi, j'ai suivi le maire de Cotonou qui, à la limite, se lamentait et plaidait pour avoir le secours du président de la République. Et j'ai suivi aussi la réponse du président de la République qui disait « Arrêtez, il faut revoir le contrat, et les contrats de salubrité, etc., pour 2-3 mois, le temps qu'on mette en œuvre les projets. Pour ce qui concerne les marchés, et arrêter systématiquement les marchés parce que nous avons des projets modernes. Et il a touché du bout du doigt. Est-ce que, parce que l'article 86 de la loi 97-029 dit « La commune donne son avis sur la tranche communale du plan national de développement ainsi que sur les projets concernant les investissements publics à caractère régional ou national à réaliser sur son territoire. Elle est partie prenante aux procédures et aux opérations d'aménagement du territoire pour ce qui concerne son ressort territorial. » Est-ce que les projets bonnement préparés par le chef de l'État et son gouvernement actuel, est-ce que ces projets ont associé les collectivités bénéficiaires, les besoins des collectivités? Est-ce que les conseils communaux de ces collectivités ont donné leur avis sur ces projets? Parce que c'est ce que on n'invente rien là. La loi, vous voyez, je la lis là. Je ne l'interprète pas, je la lis. Bon, donc, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est pourquoi je dis qu'il faut absolument, étant entendu que le résultat est le même, le développement national, le développement local, les différentes entités doivent se mettre ensemble, se donner la main pour avancer sur les questions de développement. Alors, la question que vous avez posée demande d'explication au maire. Moi, je ne voudrais pas m'attarder. La question ne s'attardait même pas là-dessus. C'est cette relation, ce lien hiérarchie, subordination. Est-ce que c'est ça la tutelle? Non, la tutelle, de mon point de vue, n'est pas cela. Non. La tutelle doit être allégée. Ouais, mais ce n'est pas... la situation que nous vivons au Bénin, en ce qui concerne la mise en œuvre de la tutelle, n'est pas une situation spécifique au Bénin. Dans tous les processus de décentralisation, on a observé cet élan de politisation de la tutelle. Moi, j'appelle politisation de la tutelle. Vous voyez? Tout comme on peut parler d'élan de politisation de la gouvernance locale, aussi des maires. Parce que les maires, ce qui se passe aujourd'hui dans les administrations locales, vous vous rendez compte que c'est une politisation outrancière. C'est même plus grave. C'est même plus grave parce que c'est la proximité. Ouais. Un maire qui vient à la tête d'une collectivité locale peut se dire j'importe les miens de mon parti pour animer l'administration alors qu'il y a un dispositif qui est en place. Donc on le fait en violation systématique des tests. Dans toutes les collectivités locales, cela se passe. Donc il faut que chacun respecte les tests. La tutelle n'a été apaisée nulle part. C'est d'ailleurs pourquoi la France a supprimé la tutelle. Aujourd'hui, ce n'est que le contrôle de légalité. Vous voyez, au Sénégal, c'est pareil. C'est-à-dire, la tutelle, ça fait retarder, ça fait piétiner les choses à cause de la politisation. Donc moi, je pense qu'il faut revoir les choses autrement. Et moi, je suis dans l'approche aussi. Je suis dans l'approche de la relecture de nos thèses de la décentralisation. Et j'ai plaidé pour ça. J'ai même publié une opinion dans laquelle je disais il faut déjà qu'on prévoie plus de dispositions dans la Constitution en ce qui concerne les collectivités locales. Et j'ai donné l'exemple de la France. La question du transfert de ressources et de compétences, cette question est réglée par la France dans sa Constitution. De sorte que l'autorité, qu'elle soit de tutelle ou du gouvernement, n'a plus la possibilité de contourner. Parce que la Constitution l'a prévu et les textes l'ont renchéri. Donc, vous ne pouvez plus contourner cela. Nous sommes à 4 minutes de la fin de cette émission, oui. Et nous avons un dernier point à aborder parce que s'il y a également un point qui a divisé l'État central et la mairie de Cotonou, c'est bien entendu l'opération de déguerpissement des domaines publics. Le pouvoir a accusé la mairie de Cotonou d'avoir cautionné l'occupation anarchique des espaces publics moyennant des taxes. Et le maire
pour sa part, estime que ces occupations sont conformes aux tests de la République, que la mairie peut céder momentanément à un particulier son domaine en contrepartie d'une redevance. Où se situe finalement la vérité, M. Ametornou? Bon, je pense que le maire a raison. Quand le maire se base sur les tests, directement, on peut dire que lui, il a raison. Parce que le domaine public, comme le domaine privé des communes, se gère, en tout cas est soumis au même régime que le domaine public et le domaine privé de l'État. Vous voyez, c'est pareil. Alors, effectivement, il est prévu dans nos tests, je ne sais plus, article 113 de la loi portant organisation, que les mairies peuvent louer et percevoir des tests et qu'à tout moment, c'est révocable. C'est révocable. Ça, c'est prévu. Bon, maintenant, la mairie faisait ça pour faire entrer un peu de ressources. Le préfet estime que ça a été fait de façon anarchique. Bon, c'est lui seul qui sait comment on pouvait faire pour que ce ne soit pas anarchique. Vous voyez, c'est compliqué. Ce que moi, je trouve raisonnable, vous trouvez peut-être que c'est anarchique, l'autre trouve que bon, c'est mi-anarchique, mi-raisonnable. Ça dépend des problèmes que l'autre a au niveau de son budget, vu qu'on sait que les régimes précédents, Kérékou 1, 2, ensuite il y a eu 1 et 2, ce n'est pas évident, hein, la question de transfert de ressources. Vous voyez, et tout le temps, ça crie dans la ville, les ordures dans pas, il faut les faire ci, les feux sont gâtés, les lampadaires, l'éclairage et tout ça. Lui, il doit assurer. Donc, en face, il doit mobiliser des ressources. L'État qui doit accompagner, qui a l'obligation d'accompagner, ne le fait pas. Et puis, bon, lui, il a dû gérer. Mais il a aussi géré conformément au texte qui dit oui, il a le droit de faire ça. Maintenant, est-ce que c'est anarchique? À quel moment ça devient anarchique? C'est là la question. Bon, ça c'est bon. Ça, vous voyez, comme on disait là, bon, ça monte à un certain niveau que moi je ne peux pas apprécier. Alors, Monsieur Glessoubé, nous sommes à 2 minutes de la fin. Ce problème d'occupation de domaine public qui fait également polémique entre l'État central et la municipalité de Cotonou. Bon, je crois il a répondu, c'est l'article 113. Le domaine public de la commune est soumis au même régime que le domaine public de l'État et peut faire l'objet d'occupation temporaire révocable moyennant paiement de droits fixés par le conseil communal. Ça veut dire que toutes les collectivités locales ont pour compétence de gérer le domaine public, d'en percevoir des tasses pour alimenter leur budget. Mais cela dit, lorsque le gouvernement central a un plan d'aménagement, parce qu'il a été dit aussi dans l'une des dispositions de la loi que les projets mis en œuvre par les collectivités se doivent d'être en harmonie avec les orientations nationales. Vous voyez? Donc, si on prend ces dispositions, on se dit, si le gouvernement a pour mission ou vision d'aménager autrement le territoire national à travers les collectivités locales, bon, il va sans dire qu'il demanderait de revoir le mode d'occupation du domaine public pour que le gouvernement puisse mettre en œuvre assez correctement son plan d'action. Donc, je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y ait pas d'anticipation dans tout ce qu'on fait. Vous voyez, j'ai dit, je crois, je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, que les collectivités locales, au cordon de l'occupation du domaine public, ont prévu de l'argent pour leur budget. Mais ils ont déguerpi tout maintenant. Bon, est-ce qu'il y a une compensation au niveau de l'alimentation du budget à ce niveau-là? S'il n'y a pas de compensation, ça fait un manque à gagner pour les collectivités locales. Donc, il faut une anticipation. Bon, ce qui se passe, l'occupation du domaine public, si toutes les collectivités locales ont aujourd'hui des sites pour accueillir des marchés, vous voyez, il suffirait que l'État et les collectivités locales s'entendent pour aller aménager ces sites dédiés au marché, pour déplacer les occupants sur ces sites, pour que l'aménagement puisse être fait comme cela se doit, conformément à la vision du pouvoir en place. Somme toute, il faut dire que l'objectif de tous les gouvernants, qu'ils soient nationaux ou locaux, c'est le développement local. Dans cet esprit, il faut qu'ils s'asseyent pour réfléchir ensemble, concevoir les choses ensemble, pour faire avancer ce pays. Et ce sera votre dernier mot, M. Glessoubé. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Raoul Glessoubé, administrateur, gestionnaire, juriste. Et M. Gustave Ametornou, vous êtes juriste de formation, ancien agent de mairie. Merci d'être passé avec vos différents points de vue. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi, une fois encore, d'avoir été en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur SICA.